Bienvenue sur Wideta, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, nous allons découvrir Julia. Donc Julia, on en a déjà parlé sur cette chaîne, c'est un langage de programmation qui est super rapide, qui est dynamique, qui permet de faire un travail reproductible et qui a énormément d'autres avantages. Donc il a été créé spécifiquement pour la recherche scientifique et donc il vient se placer au même niveau que quelque chose comme R ou Python, mais l'avantage c'est que c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus performant. Et vu que j'allais commencer à travailler davantage dessus, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo Julia versus un ignorant, juste que vous voyez en fait comment j'aborde le sujet. Allez, trêve de bavardage, on va commencer tout de suite. Et avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez qu'on fait des tutoriels en statistiques et en programmation. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Donc nous voici sur le site officiel de Julia, donc je vous rappelle que nous avons déjà fait des vidéos dessus, donc je pars du principe que vous savez déjà ce qu'est Julia et que vous l'avez déjà installé sur votre ordinateur. Donc si ce n'est pas le cas, je vous recommande d'aller regarder nos deux vidéos sur Julia, donc un sur l'installation de Julia et un autre sur comment mettre VS Code pour les data scientists. Cela étant dit, eh bien je vais vous présenter rapidement comment vous pouvez apprendre Julia. Donc ici vous allez voir qu'il y a pas mal d'informations sur Julia, vous avez des très belles visualisations, vous avez aussi les anciennes conférences, les packages, etc. Et nous, la partie qui va nous intéresser davantage, c'est la partie tout en haut, donc vous pouvez soit aller directement dans la documentation, soit aller dans Learn, qui veut dire apprendre, et à partir d'ici, vous pouvez soit aller dans Julia Academy, donc il me semble qu'il faut s'inscrire pour ce genre de cours, mais c'est gratuit de base. Vous avez les tracks exercices, donc je vais vous montrer ce que c'est rapidement. Donc là c'est exercices, je vous recommande très chaleureusement ce site si vous voulez apprendre des langages de programmation, ils en ont 71 et ils présentent très bien les langages. Allez regarder cette vidéo et aussi les autres vidéos de la chaîne exercices, ils présentent vraiment très bien les langages et ici en fait vous aurez des petites tâches à faire sur un langage de programmation pour l'apprendre en même temps que vous faites de la découverte de ce langage. Donc il y a aussi du mentorat, il y a pas mal de choses très pratiques dessus, donc franchement ça peut être sympa. Donc pour aller dans la partie pratique, et vous allez voir tous les exercices qu'il y a, il y en a 73 ici, qui vont de différents niveaux, donc n'hésitez pas à les voir, c'est vraiment fait avec un focus pour programmeurs si jamais. Et si jamais exercices, allez regarder 71 langages, vous voyez qu'ils en ont tout plein, donc vous pourrez en profiter pour aller regarder ce que vous pouvez apprendre avec exercices. Il y a plein de choses super intéressantes, et ce qui m'a surpris c'est qu'il y a tous mes langages de programmation, même NIM qui est assez rare. Une autre méthode que je peux vous recommander, c'est d'aller voir le site CodeWars, donc on va aller sur codewars.com. Et donc ici, c'est à peu près le même principe que exercice, mais un peu moins collaboratif, friendly et d'enseignement. Ici, en fait, vous allez aussi avoir tout un tas de langages de programmation, je vais pas compter combien il y en a, et en fait, c'est un système où vous entrez dedans et vous êtes comme un apprenti qui est dans un dojo, vous pouvez avoir des clans, et en fait, ce que vous devez faire, c'est juste simplement choisir les langages de programmation dans lesquels vous voulez vous entraîner, et vous aurez plein d'exercices, ils sont tout plein, pour pouvoir apprendre le langage de programmation, et vous pouvez simplement envoyer vos réponses et vous serez noté en fonction de la qualité de vos réponses. Donc franchement, je vous recommande aussi, c'est excellent. Je me suis pas mal amusé avec et je vais continuer à apprendre avec. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est le manuel, donc vous pouvez voir aussi dans documentation. Et donc nous voici, donc nous sommes dans le Getting Started, et ici vous allez avoir plein de sujets, comme par exemple comment faire des variables, comment utiliser des nombres complexes relationnels, comment utiliser certains types, comment faire des constructeurs, la métaprogrammation, et aussi tout ce qui est en rapport avec la vitesse, et utiliser Julia avec d'autres langages. Et donc on va voir ce qu'on va découvrir, mais je pense que je serai beaucoup plus intéressé sur le côté vitesse, parce que c'est bien pour ça qu'on utilise Julia. Et pour vous rappeler que vous avez plus vraiment d'excuses en ce qui concerne l'anglais, parce que beaucoup de gens peut-être ne parlent pas encore l'anglais et se disent pourquoi me donner tant d'efforts alors que je devrais juste trouver les ressources en français. Alors pour Julia, il n'y en a pas énormément de ressources en français, c'est pas comme R ou Python qui en ont énormément en ce moment parce que ça fait des années qu'ils sont disponibles ces langages. Julia est encore très jeune, donc la plupart, et je vais dire même la quasi-totalité des ressources que vous allez retrouver dessus sont en anglais. Et donc si vous vous souvenez de notre vidéo qui nous présente comment apprendre R, il y a des plugins ou des add-ins ou add-ons, je ne sais jamais comment on dit, que vous pouvez ajouter à votre navigateur qui vous permet de tout traduire, et il y en a un de Google qui marche très bien.
Donc vous pouvez simplement cliquer sur un bouton et il va vous le traduire en français. Donc nous sommes prêts à commencer. Donc la première partie, ils vont nous parler du REPL de Julia. Donc une fois qu'on l'a installé, Julia on peut l'utiliser dans le terminal. Donc je vais vous montrer. Si j'ouvre le terminal, voilà, et que j'écris Julia, vous voyez que le processus a commencé et je peux utiliser du code Julia dedans assez facilement, donc rien d'incroyable. Maintenant, dans VS Code, vous pouvez aussi utiliser Julia. Donc je viens d'ouvrir une nouvelle session VS Code et je peux me dire, bon, en fait, moi, j'aimerais aller dans... On va ouvrir les dossiers, on va aller dans Code, on va aller dans Julia, et vu que pour l'instant c'est un test, on va ouvrir que le dossier test. Voilà. Donc vous voyez que ici il m'a ouvert le terminal, mais si je commence à créer un fichier Julia, donc ici on va enregistrer ce fichier, on va l'appeler ignorant.jl parce que c'est l'extension de Julia. Ah, voilà, donc là j'ai un code Julia et donc si je veux commencer à le lancer, il faut juste que je fasse un CTRL Enter. Et donc maintenant il y a Julia qui va se mettre en place. Donc Julia c'est très rapide, c'est vraiment pratique pour ça, mais il y a quand même un désavantage, c'est que vu qu'il doit prendre du temps de compiler, il fait du just-in-time compilation, bien en fait ça va prendre du temps au départ avant de se lancer. Donc vous voyez que j'ai lancé 2+2 et pour l'instant la réponse n'a toujours pas apparu, je sais pas combien de temps ça dure, des fois ça peut même mettre jusqu'à 1 minute, suivant le temps que ça va prendre de mettre tout votre projet en place. Donc il faudra être patient au départ, mais après, grâce à ça, on gagne beaucoup plus de vitesse dans l'exécution des codes suivants. Après, ça ne veut pas dire que tous les codes seront forcément très rapides. Il faudra les lancer une deuxième fois, et je peux vous promettre que c'est un code qui a été long la première fois, et qui peut avoir pris 10 secondes, 12 secondes, etc., va prendre rien du tout en temps la deuxième fois qu'il va être lancé. Donc le temps que ça se mette en place, on va retourner voir notre documentation. Donc ici, on a pas mal de choses. Donc pour évaluer le code, il fallait appuyer sur Enter. Donc on a quelques informations aussi sur comment ça peut s'utiliser, comment lancer un script avec Julia. Donc il suffit juste de mettre dans le terminal Julia et après le nom du script qu'on a écrit, et ensuite il va le lancer. Et bizarrement, quand je le lance comme ça, généralement ça va beaucoup plus vite. Donc je sais pas si c'est lié à quelque chose que les développeurs ont fait. Et ensuite, une autre chose à savoir, c'est que généralement les codes dans Julia fonctionnent par blocs et donc finissent souvent par des end. Donc dans d'autres langages comme Python, donc je vais vous montrer assez rapidement. Voilà, donc il est enfin terminé et vous voyez qu'il m'affiche le résultat et ici, ce qui est plutôt pas mal je trouve. Donc on va faire ignorant .py, pardon. Ensuite, on va faire un ignorant.r et je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant parce que NIMS fonctionne à peu près comme Python. Donc ici, dans Julia, généralement, quand vous allez créer un bloc, vous pouvez faire un begin, sans majuscule, et ensuite à l'intérieur, vous pouvez écrire 2+2, je ne sais pas, et ensuite un end, et donc c'est comme ça que les structures vont avoir lieu. Donc vous aurez toujours une clé d'entrée et ensuite un end à la fin. Comme par exemple, c'est comme créer une fonction, donc on va aller directement dans cette partie-là. Donc on va aller dans fonction. Pour pouvoir créer une fonction, il faut juste écrire function, mettre les paramètres de la fonction, comment les déclarer, puis mettre un end. Donc si je reprends cette partie-là, voilà, et que je vais dans Python, généralement dans Python ce sera def. Ensuite, comment on a appelé l'autre fonction dans Julia, on l'a juste appelé f. Donc def f, et ensuite on a x, y. Ensuite, il faut mettre 2 points, et ensuite dire que x plus y. Et ensuite, ça s'arrête là. Dans R, c'est différent encore, il faudrait mettre le nom de la fonction juste ici, écrire function, mettre x, y, ensuite on va ouvrir les semi-colonnes, et ensuite on va faire x plus y. Donc vous voyez que c'est déjà assez spécial dans Julia, donc on aura souvent des end à la fin, c'est un peu sa signature. Maintenant, une autre chose que j'aime beaucoup dans Julia, c'est qu'on peut créer les fonctions de manière beaucoup plus concise, et c'est cette méthode-là en fait. Simplement, donc on va fermer les Python et R, simplement, vous n'avez même pas besoin d'indiquer, function, vous n'avez même pas besoin d'indiquer un end, il vous suffit simplement de faire est égal. Alors dans R et dans Python,
Python, je suis moins sûr, mais dans R en tout cas, vous avez aussi une méthode rapide qui se fait en une ligne. On l'a présenté dans la vidéo sur les pipes. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie aussi dans Julia. Une autre chose que j'aime beaucoup dans Julia, c'est que en venant de R ou de Python, et moi qui ai les deux backgrounds, ça a été encore plus super, c'est de découvrir en fait que beaucoup de choses qui fonctionnent dans R et dans Python vont fonctionner aussi dans Julia. Voyons voir si j'ai un exemple. Ça va être dans flux de contrôle. Donc ici, on a évaluation répétée, donc les boucles. Et ici, on a les while, on a les for. Généralement, j'utilise énormément les boucles for. For i, in 1 à 3 du coup. Donc remarquez ici, on n'a pas besoin de mettre in. Imprimer tous les éléments de i. Donc on va copier ça pour gagner du temps. Voilà, et donc ça, c'est un code qui fonctionne. Donc si je le lance, vous voyez qu'il imprime 1, 2 et 3. Mais attendez une minute. Ce 1, 2, enfin de ce 1 à 3 là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelque chose qu'on a vu dans R et qui fonctionne. En fait, quand on veut créer un vecteur, généralement, par exemple, si on est dans JavaScript ou dans Python, et ça marche aussi dans Julia, pour créer un vecteur, il vous suffit simplement de les mettre entre brackets, comme ça. Mais dans R, il y a une version que j'aime beaucoup, qui est en fait de simplement dire, ok, de où à où on veut aller, ce qui est vraiment très pratique. Et le fait que je puisse retrouver ça dans Julia, alors que de base je retrouvais pas ça facilement dans Python ou autre, ça m'a pas mal fait plaisir. Et une autre chose que j'apprécie énormément, c'est que si je dis, par exemple 2 et que je mets 10, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va me créer un vecteur de 1 à 9, en comptant par pas de 2, donc je vais vous montrer, hop, donc si je ramène à 1 à 9 en comptant par pas de 2 et que je lui demande d'imprimer tout ça, il va faire 1, 3, etc., etc. Donc ici, c'est 1 à 9 par pas de 2. Et je peux mettre un 10 aussi. Vous voyez qu'il ne me prend pas le 10 parce que ça prend la dernière borne inférieure. Donc vous voyez que ça marche plutôt bien. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est qu'ici, il y a un égal, mais vous pouvez mettre aussi un in, si je ne me trompe pas, comme dans R ou dans Python. Donc, voyons voir si ça marche, et vous voyez que ça fonctionne aussi. Et il me semble qu'il y a un autre signe qu'on peut utiliser pour in, un signe mathématique. Attendez, je vais voir si je le retrouve. Voilà, il y a ce signe-là, mais je ne sais pas du tout comment on le fait. Un instant, je vais réfléchir. Alors, la logique, ce serait d'utiliser le in. Donc, je vais vous montrer un truc sympa aussi en même temps. C'est cool parce que ça va nous permettre de voir plein d'exemples. Donc, ce que j'aime aussi dans Julia, c'est qu'on peut utiliser des lettres grecques. Comme par exemple, si je fais cette barre-là et que j'écris alpha, et ensuite que j'appuie sur tab, vous voyez que ça me le transforme en alpha, qui n'est pas la même chose qu'un A. Donc, on peut utiliser des caractères supplémentaires. Et donc ici, pour in, je devine qu'il faut simplement faire tab. Oui, voilà, ouais, donc ça marche ici. Donc, voyons voir si VS Code accepte de le faire. In tab, ouais, il accepte de le faire, je peux le lancer, vous voyez que ça fait exactement la même chose. Donc c'est aussi quelque chose que j'aime bien, c'est que vous pouvez mélanger un peu les signes grecs et aussi les résultats. Donc ce qui fait que si vous voyez quelque chose, une formule mathématique, etc., vous pouvez exactement la recopier dans votre code et pouvoir la comparer pour mieux comprendre. Donc en termes d'apprentissage, c'est énorme. Maintenant, transformons un peu notre for loop, et disons que pour chaque élément de i, on va faire plus 1. C'est quelque chose qu'on fait assez classiquement en programmation, donc un instant. Ah oui, j'ai oublié de faire le print, pardon, donc je vais faire un print ln, navré. Voilà, donc on va lancer ça, oui, parfait, donc il va les faire ensemble. Note aussi, vous pouvez mettre très bien print, c'est pas un problème, mais le problème c'est que quand vous allez faire print, il va les coller tous ensemble, alors que println va permettre de sauter une ligne à chaque fois. Donc c'est comme ça qu'on fait classiquement en programmation. Mais si vous êtes habitué à R, vous savez que typiquement, si vous avez un vecteur qui va par exemple alors on va reprendre le même vecteur qu'on a fait tout à l'heure, techniquement vous pourriez faire plus 1 directement. Donc ici, on dirait qu'il a fait ce qu'on a demandé, mais en fait c'est pas vrai. Il a fait de 1 à 11 par pas de 2, ce qu'on veut pas vraiment. Nous, ce qu'on veut, c'est faire directement l'addition. Donc généralement, pour que ça marche, vous mettez un point, et on dirait que ça n'a pas fonctionné parce que c'était pas le type de vecteur avec lequel il travaille. Donc on va tenter juste avec un vecteur normal, 1, 2, 3, voilà. Et donc ici, normalement, si on fait un print, en espérant qu'il va fonctionner, j'ai besoin de faire apparaître juste en bas. Voilà, donc ici, vous voyez qu'en faisant un print de ce vecteur, il a fonctionné. Donc en faisant 1, 2, 3, il a fait ça. Donc je vais reprendre le même vecteur juste ici. Voilà, de 2, 3, 4. Si je fais un print comme ça, il me l'a fait la même chose, donc 2, 3, 4 directement, sans avoir besoin de faire une boucle. Donc ça, c'était pour la version R. Version R, rapide. Donc vous voyez que on peut faire un plus, il faudra juste indiquer un point pour qu'il puisse faire du broadcasting, il me semble que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Ensuite, il y a une autre version qui est dans
Python, donc c'est vraiment pas la version Python, c'est vraiment pas la version R, hein. Je les appelle comme ça pour en fait que vous compreniez d'où mon raisonnement vient, hein. C'est ce qu'on appelle les list comprehension, pour mon public R qui n'est pas habitué aux list comprehension dans Python. Donc ici en fait, ces compréhensions vous permettent en fait de pouvoir raccourcir tout ce qui est question de loop, etc. parce que ça vous permet d'appliquer énormément de choses en simplement une ligne. Donc ici, il faut simplement préciser quelle est la fonction que vous voulez appliquer et à quoi vous voulez l'appliquer. Donc vous faites for et à quoi vous voulez l'appliquer. Donc je vais vous montrer ça en quelques instants. Donc ici c'est simple, donc nous on va simplement commencer avec ces brackets là, et donc en fait ce qu'on va dire c'est moi je veux appliquer pour tous les i, on veut juste ajouter 1 dedans. Ok, et pour quelle valeur on veut appliquer ça? Nous on veut faire ça dans pour notre i qui est égal à, ici faut dire notre liste. Et quand vous lancez ça, vous avez le même résultat. Donc c'est une version qui est comme les list comprehension dans Python, ce que j'aime beaucoup et je m'y retrouve pas mal. Et après, vous pouvez aussi utiliser une map et vous dire. Donc là c'est un peu plus expérimental. Donc ici il veut une fonction et ensuite des éléments. Donc moi comme fonction je vais mettre. Alors donc ça ne marche pas. Je crois qu'il faut plutôt faire. Alors, soit un i avec une flèche dedans. Ouais, ça a marché du coup. C'est comme ça qu'il faut faire, donc pardon. Donc ici, c'est une version raccourcie des fonctions. Donc voilà, avec une flèche. Ça me rappelle aussi beaucoup comment on fait dans R ou dans JavaScript. Mais donc vous voyez qu'il y a plusieurs manières d'exécuter la même chose. Et donc franchement, si vous avez une préférence, allez-y. Il me semble que certaines sont plus rapides dans certaines situations, etc. Mais bref, c'est une façon de voir les choses. Maintenant, un autre gros sujet dans Julia, et qui m'a aussi poussé à l'utiliser, c'est le parallel computing, mais aussi tout ce qui est question de high performance computing, donc du calcul à haute performance. Vous avez 4 méthodes, et c'est peut-être une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas forcément avec Julia, ou comprennent de manière assez erronée, c'est qu'ils disent simplement que Julia est rapide. Mais ce qu'ils oublient de préciser, c'est que Julia est en fait injustement rapide. Je sais pas comment le dire différemment, mais c'est injuste la manière dont il arrive à être rapide, parce que c'est assez facile. La manière dont on peut le faire, c'est que vous pouvez commencer à écrire votre code, et ensuite vous pouvez assez facilement le mettre en tâche asynchronique. On va expliquer ça dans quelques instants. Utiliser le multithreading, le distributed computing ou utiliser le GPU, donc utiliser en fait votre carte graphique pour faire des calculs. On va regarder ça en quelques instants. Alors les tâches asynchrones ou coroutines. Alors Julia Task permet de suspendre et de reprendre les calculs pour les ES, ne me demandez pas ce que c'est, la gestion des événements, les processus producteurs-consommateurs et des modèles similaires. Les tâches peuvent se synchroniser par le biais d'opérations telles que wait, fetch et communiquer via les canaux. Bien qu'il ne s'agisse pas strictement de calculs parallèles par lui-même, Julia vous permet de planifier les tâches sur plusieurs threads. Donc, alors je me suis dit que j'allais pas risquer une explication qui serait complètement bancale, et donc je vais me baser sur ce que nous dit Baldung sur l'explication. Donc ici, qu'est-ce que la programmation asynchrone? Donc je vous rappelle qu'on fait juste la comparaison entre asynchrone et multithreading. On parlera des calculs distribués et du calcul GPU après. Les modèles asynchrones permettent à plusieurs choses de se produire en même temps. Ils ne bloquent pas les flux d'exécution. Donc en gros, généralement, lorsque vous allez lancer un programme, votre script, il va lancer la première ligne, va attendre la réponse, puis il va lancer la ligne suivante, puis elle va attendre la réponse suivante, etc., etc. Les processus asynchrones vont permettre de lancer à la fois les lignes de code et vont prendre les réponses au moment où on reçoit les réponses. Donc généralement en programmation c'est assez dur à faire parce qu'il faut gérer la manière dont les choses arrivent pour éviter que la réponse 2 arrive avant la réponse 1 parce que ça pourrait poser problème. Mais dans Julia, de ce que j'ai appris, ça se fait assez facilement. Ensuite, qu'est-ce que la programmation multithreading? Donc c'est un niveau un peu plus avancé. Donc fait référence à l'exécution simultanée parallèle d'un ensemble séquentiel de threads d'instructions. Un exemple de base du multithreading est le téléchargement de 2 fichiers à partir de 2 onglets différents dans un navigateur web. Donc en fait, il va switcher entre les différents threads qui sont dans un processeur. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but de la vidéo. Mais en fait, il va faire des switches au moment où c'est nécessaire pour qu'en fait les opérations se fassent en parallèle. Donc c'est pas vraiment du vrai parallélisme parce qu'on travaille sur le même processeur généralement parce que ce genre de choses arrive, mais ça permet en fait de pouvoir accélérer en fait les tâches. Les deux méthodes sont assez bonnes pour accélérer les tâches. Ensuite, il y a le calcul distribué. Donc l'informatique distribuée
exécute plusieurs processus Julia avec des espaces de mémoire distincts, donc on va utiliser des processeurs différents. Il peut s'agir du même ordinateur ou de plusieurs ordinateurs. La bibliothèque standard distribuée offre la possibilité d'exécuter à distance une fonction de Julia avec ce bloc de construction de base et il est possible de créer de nombreux types d'abstractions de calcul distribués. De packages comme Distributed Array de GL sont un exemple d'une telle abstraction. D'autre part, des packages tels que MPY Elemental permettent d'accéder à l'écosystème MPY existant de bibliothèques. Donc, vous voyez ça comme un niveau un peu plus avancé de multi-threading. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle le GPU. Donc ici, jusqu'à maintenant, on parlait de CPU, donc CPU. Et ici, on va parler de ce GPU, en fait, qui est différent du CPU dans le sens qu'il va se concentrer beaucoup plus sur les calculs matriciels. Il a vraiment été fait de base pour pouvoir gérer les images graphiques. Mais il faut savoir que le GPU a plusieurs unités très séparées, très distinctes, qui peuvent exécuter des tonnes et des tonnes de tâches en parallèle de manière très efficace, mais n'est pas aussi général que d'utiliser un CPU qui généralement peut gérer des tâches plus complexes. Mais lorsque il s'agit de pouvoir vraiment faire de l'algèbre linéaire, du calcul matriciel, etc., le GPU a des performances énormes comparées au CPU de base. Donc la partie qui va le plus nous intéresser en ce moment, c'est comment en fait avoir plus de performance avec Julia. Et ici en fait tout est écrit. Donc la première chose, c'est que le code critique pour la performance doit se trouver à l'intérieur d'une fonction, parce que c'est à l'intérieur des fonctions que Julia pourra faire les optimisations les plus importantes. Le code à l'intérieur des fonctions a tendance à s'exécuter beaucoup plus rapidement que le code de niveau supérieur en raison du fonctionnement du compilateur de Julia. Donc ça c'est quelque chose d'important à noter. Donc si vous trouvez que quelque chose ne va pas assez vite, réflexion critique, le mettre dans une fonction. Ensuite il faut éviter les variables globales non typées, donc on l'a passé assez rapidement, mais le type dans les langages de programmation. Vous savez que dans les langages de programmation comme R et Python, et lorsque vous lancez une variable, vous n'êtes pas obligé de préciser son type. Typiquement, vous pouvez lancer cette variable A, voir son contenu, donc voilà. Donc, et si vous regardez ici, il a déjà choisi son type qui est int64. Et vous pouvez aussi décider de lui donner par exemple float 16. Donc là il va me dire que c'est une erreur parce que la variable A a déjà une valeur. Donc normalement je ne suis pas censé pouvoir la changer. Donc on va créer une variable B. Et vous voyez qu'il m'a fait la transformation. Et donc si je regarde A, voilà, type of A, il va me dire que c'est un int64. Et si je fais type of B, il va me dire que c'est un float 16. Vous voyez que c'est assez intéressant le fait qu'on puisse choisir les types parce qu'on peut changer les comportements parce que en fonction de ce que la fonction va trouver, donc le type, elle va agir de manière différente. Donc quand on dit éviter les variables globales non typées, c'est d'éviter les variables qui ne sont pas typées. Donc l'exemple du A qu'on a donné tout à l'heure, A est égal à 2. Donc voilà, faut essayer de typer, donc faut pas absolument tout typer, faut simplement typer ce qui est nécessaire. Donc ici il peut pas le modifier parce qu'il dit que il a déjà une valeur ou il a déjà un type différent. Donc ici on va pas trop y toucher, même s'il me semble que c'est le même type. Je sais pas pourquoi il me fait ça, mais voilà. Je suis toujours en phase d'apprentissage, et voilà. Et donc ça, ce sont ce qu'on appelle des variables globales. Donc généralement, on va aussi essayer d'avoir des variables locales, donc dans des fonctions ou dans des contextes. Mais donc éviter un maximum d'avoir des variables qui sont en dehors de contextes comme des begin probablement, je pense, ou des fonctions. Donc ici, il nous donne un exemple. Donc l'utilisation des variables globales non typées peut être optimisée en annotant leur type au point d'utilisation. Donc là vous voyez qu'on a notre variable globale qu'on a créée, donc on peut écrire global, préciser qu'elle est globale, ensuite la mettre dans une fonction pour qu'elle puisse être utilisée. Donc là il va réutiliser la variable globale ici, et ici il va l'optimiser en utilisant le vecteur. C'est important parce que lorsqu'on ne précise pas global au départ, c'est la même chose que de dire que c'est une variable globale. Donc on peut vérifier la performance et l'exécution avec time, donc qui va vous permettre de voir l'allocation de la mémoire à chaque fois. Donc typiquement ici on va créer notre variable et ensuite ici on va voir l'allocation du temps. Je ne vais pas les lancer parce que ici vous voyez qu'il nous met déjà les résultats. Il faut voir que déjà la première fois qu'on le lance ça va prendre ce temps là, mais la deuxième fois ça va prendre encore moins de temps. Donc et ça montre aussi l'allocation. Donc c'est vraiment assez pratique à voir. Donc pour vous montrer aussi que Julia, lorsqu'il a été compilé une fois, donc lorsque vous avez votre fonction qui a été lancée, la deuxième fois va se lancer beaucoup plus rapidement. Et donc en fait ici le but c'est d'éviter les types non stables. Et donc de pouvoir en fait améliorer les performances. Et donc du coup cette fois-ci, vous voyez que la différence entre celui-ci et ici, c'est que lorsqu'on va utiliser somme globale là, c'est qu'on va pas
utiliser le X, mais on va appeler la variable globale directement, donc il va devoir savoir que, ok, il faut que je la cherche à l'extérieur, alors que cette fois-ci, ici, on va lui donner directement le X. Et donc vous voyez que en termes de vitesse, ben, c'est déjà plus rapide ici, et encore plus rapide là. Donc parce que ici, on avait 0,11, ici, on a 0,07, et ici, on a 0,00006, donc qui est plus petit que 0,00090. Donc ici, on a les outils de profilage, donc Julia et son écosystème de package inclut des outils qui peuvent vous aider à diagnostiquer les problèmes et améliorer la performance de votre code. Ici, vous avez le profilage qui vous permet de mesurer la performance de votre code en cours d'exécution et d'identifier les lignes qui servent de goulot d'étranglement. Donc là où en fait on a vraiment un ralentissement et donc voir en fait où vous pouvez améliorer. Sinon, pour les packages plus complexes, on a le profil view. On a aussi le package tracer, peut vous aider à trouver le problème de performance courant dans votre code, donc c'est pas mal. Ici, des allocations de mémoire étonnamment élevées, telles que signalées par time allocated, indiquent qu'il peut y avoir des problèmes avec votre code. Si vous ne voyez pas d'autres raisons pour les allocations et soupçonnez un problème de type, vous pouvez également démarrer Julia avec l'option et examiner les fichiers résultants. On est bien outillé si on veut voir la performance de notre code. Mais bref, on a énormément de conseils qu'on peut suivre avec des exemples à la clé pour que vous puissiez comprendre, mais ça vous demande aussi une certaine compréhension de comment Julia fonctionne, d'où l'importance d'aller regarder les variables, les types, etc. et de s'informer et de comprendre comment ça fonctionne. Et avec ça, juste avec simplement ces éléments-là, vous pouvez déjà avoir un code très performant dans Julia sans avoir besoin de recourir à du calcul asynchrone, du parallélisme, du multithreading ou d'utiliser le GPU. Maintenant, on va aller sur la foire aux questions qui est une partie assez intéressante que j'aime bien lire de temps en temps. Donc ici, pour les généralités. Donc, Julia porte-t-elle le nom de quelqu'un ou de quelque chose? Non. Bon, bah, je crois qu'on a notre réponse. Pourquoi ne compilez-vous pas MATLAB, Python, R, code à Julia? Donc, c'est vrai qu'on peut se dire, bah tiens, MATLAB, Python et R sont déjà super utilisés. En fait, pourquoi ne pas se dire, bon, bah, on va prendre du code de ces éléments-là et leur permettre de simplement compiler en Julia et donc de bénéficier de leur avantage. Pourquoi créer un nouveau langage, une nouvelle syntaxe? Alors, étant donné que de nombreuses personnes sont familières avec la syntaxe d'autres langage dynamique et que beaucoup de code a déjà été écrit dans ces langages, il est naturel de se demander pourquoi nous n'avons pas simplement branché une interface MATLAB ou Python dans un backend Julia ou transpilé du code à Julia afin d'obtenir tous les avantages de performance de Julia sans avoir à obliger les programmeurs à apprendre un nouveau langage. C'est simple, non? Le problème de base, c'est qu'il n'y a rien de spécial avec le compilateur de Julia. Nous utilisons un compilateur banal, le LLVM, sans sauce secrète que les autres développeurs de langage ne connaissent pas. Donc c'est-à-dire que tout le monde est en mesure de pouvoir le comprendre. En effet, le compilateur de Julia est à bien des égards beaucoup plus simple que ceux d'autres langages dynamiques, par exemple PyPy ou Lua JIT. Il y en a aussi un autre aussi qui permet de JIT dans R. L'avantage de performance de Julia provient presque entièrement de son front-end. Sa sémantique de langage permet au programme Julia bien écrit de donner plus d'opportunités au compilateur pour générer du code et des dispositions de mémoire efficaces. Si vous essayez de compiler du MATLAB ou Python sur Julia, votre compilateur sera limité par la sémantique de MATLAB et Python à produire un code pas meilleur que celui des compilateurs existants pour ces langages et probablement pire. Donc il y a du JIT qui a été créé pour Python dans PyPy, dans Lua et aussi dans R, je sais pas pour MATLAB, et en fait si vous utilisez ce JIT là, donc vous pouvez avoir des belles performances, mais le compilateur JIT de Julia a des meilleures performances. Ils utilisent le même d'ailleurs. La raison pour laquelle c'est beaucoup plus rapide dans Julia, c'est parce que la syntaxe de Julia a été pensée de sorte à ce que le compilateur puisse, en lisant le code de Julia, comprendre que ah tiens là je peux encore plus optimiser à tel et tel endroit. Donc je n'ai pas trouvé d'autres questions intéressantes. Enfin, il y en a plein qui sont intéressantes, mais pas assez intéressantes pour notre introduction. Donc ici, je vais regarder les différences notables par rapport à d'autres langages. Donc vu que je ne code pas sur MATLAB, on va pas en parler, mais sachez que Julia et MATLAB ont vraiment des syntaxes assez similaires, l'air de rien. Alors, différences notables par rapport à R, et c'est ça qui va nous intéresser le plus. Donc l'un des objectifs de Julia est de fournir un langage efficace pour l'analyse de données et la programmation statistique. Pour les utilisateurs qui viennent de Julia à partir de R, voici quelques différences notables. Donc les guillemets simples de Julia renferment des caractères, pas des chaînes de caractères. Navré en fait, non, il faut pas mettre ça parce que c'est différent dans R, ça aussi c'est une autre différence dans R. Lorsque vous mettez ça en fait, il n'affiche pas les résultats des éléments, donc si jamais c'est à noter. Alors que dans R, simplement, il permet d'être tout dans une même ligne, donc voilà. On va lancer type of A et A.
et celui-ci aussi. Donc vous voyez que ici c'est un caractère, alors que ici c'est une chaîne de caractères, un string. Une autre différence notable que j'apprécie, c'est quelque chose qui est aussi dans Python et aussi dans Nim, c'est qu'on peut créer des chaînes de caractères avec 3 guillemets. Donc typiquement je peux me dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, mon texte. Et voilà, et donc ça aussi c'est une chaîne de caractères. L'avantage de mettre les 3 ici, c'est que ça permet de sauter des lignes. Une autre différence notable, c'est que Julia n'autorise pas toujours les opérations sur des vecteurs de longueur différentes, contrairement à R qui va s'adapter, essayer de faire quelque chose. Donc R est plus permissif dans ce sens-là, mais Julia fait ça pour avoir plus de contrôle. Donc vous pouvez lire cette partie-là. Donc je laisse ces points de côté parce qu'on en a peut-être un peu parlé. Ici après, une autre chose intéressante, c'est que ici pour Julia, ce sont pas des fonctions d'affectation, donc on utilise que les égales, mais par contre dans Julia, ça comme dans JavaScript il me semble, ce sont des fonctions anonymes, donc c'est assez pratique. Mais il y a encore tout un tas de différences ici, voyons voir. Donc ça aussi important, Julia décourage de remplir l'espace de nom principal avec des fonctions. R arrive à gérer plus ou moins ça, dans Julia ou dans Python et dans d'autres langages, on évite ce genre de choses. Donc la plupart des fonctionnalités de statistiques se trouvent dans le package de l'organisation de JuliaStat par exemple. Ici on a ces packages là. Mais bref, il y a encore tout un tas de différences. Je vais pas aborder les différences dans Python parce qu'on a une chaîne qui est principalement concentrée dans R. Mais si jamais vous voulez voir ça, allez regarder, il y a pas mal de choses intéressantes à découvrir. Et maintenant, j'aimerais vous parler d'une autre chose qui m'a poussé à utiliser Julia, c'est tidyr.jl. Et donc, qu'est-ce que c'est tidyr? En fait, c'est la traduction des packages du tidyverse dans Julia. Ici, on a le tidyr Julia Data qui est une version de dplyr, vous avez une version de ggplot, une version de dbplyr, une version de readr, une version de forcat, vous avez une autre de lubridate, vous avez une autre de stringr, vous en avez une autre de tidytext, donc super intéressant, ils ont fait tidytext, et vous en avez aussi une autre rvest, donc pour le web scrapping, et ici pour le text mining. Donc franchement, je vous recommande d'aller jeter un petit coup d'œil, il y a énormément de choses assez sympas. Donc ici, il va vous montrer comment l'installer. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à maintenant, j'espère que vous avez appris autant de choses que j'ai appris moi-même. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, comme ça on peut y répondre. N'hésitez surtout pas à nous dire si vous voulez plus de vidéos sur Julia. Moi ça me ferait plaisir d'en faire davantage au fur et à mesure que je découvre le langage. Il faut savoir que je m'intéresse surtout à Julia pour ses performances en vitesse, pour aussi les simulations qu'il peut faire, donc l'agent-based modeling, mais aussi tout ce qui est équation différentielle, ainsi que l'analyse bayésienne qui est aussi pas mal développée à l'intérieur de Julia. Mais assez parlé, on se revoit dans des prochaines vidéos, donc portez-vous bien et à bientôt.